Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ouvrir le grand cours sur les représentations du monde. C'est ce sujet qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année et qui fait suite à la réflexion sur les pouvoirs de la parole. Aujourd'hui, première séance introductive, la position du problème. J'insiste en fait particulièrement sur la nécessité de poser, de définir en fait le problème qui va nous occuper à travers cette série de vidéos, cette série de cours, car en fait, le programme tel qu'il est défini, que vous avez peut-être regardé, est constitué de tout un chapelet de phénomènes culturels et historiques très disparates, et il n'est pas évident de trouver en fait une unité problématique à cet ensemble de données. La tentation pourrait exister d'enchaîner en fait une série de chapitres un peu de culture générale sur des problèmes concomitants, enfin, qui se sont posés à peu près à la même époque ou en même temps dans l'histoire. Bon, c'est pas l'approche que moi je favorise parce qu'elle me semble pas très intéressante, cette approche un peu bon triviale poursuite. C'est pas exactement comme ça que je voyais les choses. Donc j'essaye de donner un peu une unité, enfin j'espère, problématique à mon propos. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette séance. Voilà. Alors, euh, je dois vous prévenir, pour commencer, que il m'arrivera peut-être d'emprunter un peu, même souvent, la route de l'histoire et peut-être par moment donnerais-je l'impression, ça peut-être pas qu'une impression, de dépasser un peu mon champ de compétences philosophiques et de prendre un peu la parole à la place du prof d'histoire. Bon, ce qui est je le crains un peu une fatalité vu en fait le programme qu'on vous donne. Donc c'est vrai que parfois on fera un peu de l'histoire des idées ou même de l'histoire tout court ou de l'histoire du commerce, mais j'essaierai toujours en fait euh, retomber sur des problématiques philosophiques qui se posent à l'occasion de certains bouleversements historiques. Alors voilà, les représentations du monde. Bon, derrière ce titre un peu passe-partout, ce qu'on nous demande d'étudier, ce à quoi on nous demande de réfléchir, c'est à la façon dont les représentations du monde ont commencé à se transformer, à subir voilà, des véritables révolutions en fait à partir du XVIe siècle. Des révolutions qui vont donner, je crois, naissance à ce qu'on appelle la modernité. Voilà, si les historiens datent le début de l'époque moderne à 1492, bah, c'est évidemment parce que la découverte de l'Amérique, des Amériques, marque vraiment voilà, un tournant dans l'histoire européenne et dans l'histoire du monde. Bon. Alors, on va étudier donc la façon dont de nouvelles manières de se représenter le monde vont bouleverser le monde européen et donner naissance à la modernité. Que ce soit sur un plan politique, mais aussi sur un plan économique. On va voir que les deux problèmes sont comment dire, indissolublement liés. Je commencerai par évoquer boutade de Lévi-Strauss que je trouve très plaisante. C'est dans Race et Histoire que Lévi-Strauss, le célèbre anthropologue qui est mort en 2008, je crois, euh, oui, enfin, on reparlera beaucoup de Lévi-Strauss, donc la prochaine fois, je réviserai mes dates. Bon, alors Lévi-Strauss, dans cette conférence qu'il a prononcée lors de la fondation de l'UNESCO en 1952, prononce une boutade dans laquelle il dit que le Nouveau Monde constitue vraiment, enfin, la découverte du Nouveau Monde constitue vraiment les fondements de la modernité, puisque des Amériques nous sont venus le tabac, la coca et la pomme de terre. Bon, alors, c'est évidemment une boutade, et c'est vrai qu'on résume souvent, en fait, enfin, ça peut être une tentation de résumer
de la découverte du Nouveau Monde à la découverte de nouveaux aliments, qui sont venus enrichir l'assiette des Européens. C'est vrai que, en fait, si on essaie d'imaginer ce que les gens pouvaient manger en fait au Moyen Âge, avant qu'arrive la pomme de terre, la tomate, la carotte, enfin je sais pas tout ce qu'on mange. En fait, dans un supermarché, la moitié des fruits et légumes qu'on trouve proviennent de près ou de loin des Amériques. Enfin, je veux dire, ont été rapportés d'Amérique à l'époque. Bon, alors au-delà en fait de ces changements oui, il ajoute le café aussi, je crois. Au-delà de ces changements dans les habitudes alimentaires des Européens, je crois que ce que veut dire Lévi-Strauss en fait, c'est que les bouleversements apportés par la découverte des Amériques sont tellement multiples, tellement nombreux, tellement voilà, enfin, sont tellement présents dans tous les domaines qu'il est impossible en fait d'en faire le tour, d'en faire la liste, hein. Et je crois que bon, pour prendre un peu, pour tordre le bâton dans l'autre sens, plutôt que de lister en fait toutes les petites choses que nous devons à la découverte des Amériques, euh, je crois que moi je serais plutôt tenté de dire, d'annoncer que mais à l'époque hérite en fait de ces découvertes sous de multiples aspects, que ce soit sur le plan du système économique, le pluralisme religieux, et puis plus généralement aussi une forme de scepticisme, peut-être une forme de relativisme qui a pris forme en fait en Europe à partir du XVIe siècle. Voilà. Alors, ceci dit, je n'entends pas du tout résumer la révolution intellectuelle, politique, économique que constitue le XVIe siècle à la seule découverte des Amériques. Je retiens l'image d'un monde qui craque ses coutures. Voilà, je crois que c'est ça, si on veut donner une image un peu facile des phénomènes intellectuels et même des événements philosophiques qui, qui, qui se déroule au XVIe siècle. Voilà, je retiendrai l'image d'un monde qui craque ses coutures, mais je ne veux pas limiter en fait cette approche à la simple découverte géographique des Amériques, hein. Je crois que si l'on veut essayer d'y voir clair et de schématiser, peut-être simplifier aussi les choses, il y a trois dimensions, trois facteurs qui sont d'ailleurs assez indépendants les uns des autres et qui sont à l'origine de la formation de la modernité et que nous allons donc étudier tour à tour dans ce cours. La découverte du nouveau monde, bien sûr, c'est le premier facteur. J'ajouterais la découverte de nouvelles dimensions, enfin vraiment une révolution cosmographique dans la façon dont les Européens vont voir le monde. Cette deuxième dimension est complètement indépendante de la première. C'est-à-dire que la révolution scientifique qui va euh, occuper les grands esprits européens à partir de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, cette révolution scientifique ne doit rien à la découverte des Amériques et d'ailleurs l'aurait sans doute certainement eu lieu sans la découverte des Amériques. Le troisième facteur que je veux mettre en avant, c'est une nouvelle spiritualité. Je veux dire par là, en fait, la réforme protestante à partir de la première moitié du XVIe siècle. Là encore, ce phénomène, ce troisième phénomène historique, est tout à fait indépendant en fait des deux autres, c'est-à-dire que il obéit à une logique propre, il n'a pas du tout été causé ni par la découverte des Amériques, ni par la révolution scientifique, enfin qui était encore en sommeil, hein. Et ce sont là trois facteurs qui voilà, ont coïncidé à un moment de l'histoire sans que rien ne les relie véritablement au sens fort, hein. Et ces trois facteurs, en fait, vont s'organiser
pour créer en fait un monde nouveau, voilà, le monde moderne dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Alors, il est certain que bon, c'est là une schématisation de l'histoire et qu'on pourrait ajouter aussi d'autres facteurs. 1492, c'est également bien sûr la date de la Reconquista, c'est-à-dire de la reconquête par les souverains catholiques de l'Espagne, alors ce que les Espagnols voient vraiment comme un triomphe, comme une victoire. Bon, qu'on peut aussi considéré d'un autre œil parce que la civilisation arabe présente en Europe, enfin lorsque la civilisation arabe quitte l'Europe, peut-être qu'elle abandonne aussi, enfin l'Europe perd aussi quelque chose, hein. Le siècle qui va suivre sera un siècle très sanglant de conflits religieux, alors que les Arabes avaient trouvé en fait une formule d'équilibre entre les différentes confessions qui va totalement disparaître d'Europe. Bon, donc c'est une simplification quand je dis trois facteurs, voilà, trois faits majeurs, si vous voulez, euh, qui vont donner naissance à notre modernité. Je crois que par la suite, ces facteurs vont se conjuguer pour transformer à la fois, principalement deux choses. La réalité économique en Europe et deuxièmement les rapports politiques, c'est-à-dire voilà, ce sont les deux grands domaines sur lesquels je vais particulièrement m'intéresser parce que cette époque qui s'ouvre avec le XVIe siècle, qui donc est vraiment initiatrice de la modernité, c'est l'époque aussi à laquelle va se former l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire j'emprunte ici en fait le titre d'un livre fameux de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Hein, Max Weber qui, on le verra, associe étroitement en fait l'apparition de la réforme protestante et de l'esprit du capitalisme, donc d'un monde économique nouveau hein, qui s'ouvre et qui, donc d'après Weber, a pris naissance à partir d'une vision nouvelle de l'existence humaine sur Terre, une autre représentation du monde et du sens de la vie humaine sur Terre. Voilà. Nous étudierons du coup dans un quatrième temps après les trois premiers que j'ai cités, les bouleversements en fait du commerce à l'époque, à partir du XVIe siècle, avec bien sûr le commerce transatlantique et ce qu'on a appelé la deuxième mondialisation avec la traite négrière, mais également donc l'émergence de l'esprit du capitalisme comme je l'expliquais, et également l'apparition de l'idée plus tard au XVIIIe siècle que le commerce peut être en fait l'agent qui va résoudre les antagonismes entre les sociétés ou même au sein de la même société. Hein, c'est ce qu'on appelait le doux commerce au XVIIIe siècle. Et en fait, si vous voulez, c'est ce qui va m'amener à poser la question de savoir si en fait la modernité politique n'est pas née en fait sur la base d'une révolution économique, d'une révolution commerciale. Le premier élément qui permettrait de le dire, c'est qu'après tout, voilà, le grand fait majeur politique avant la Révolution française du XVIIIe siècle, c'est l'établissement d'un pays, d'une république qui naît d'une révolte fiscale. Je veux dire, évidemment, la fondation des États-Unis en 1776, c'est quand même la fondation d'un pays qui naît sur la base du refus des impôts, en fait, du refus de la politique fiscale britannique. Hein. Là, on peut avoir l'impression que un événement politique aussi significatif, aussi fondateur dans notre histoire, dans l'histoire mondiale, que la fondation des États-Unis, est quand même lié en fait étroitement au commerce transatlantique, hein, à la problématique du commerce transatlantique et à la promotion finalement du commerce. Hein. Donc voilà, la question que je veux poser, c'est est-ce que la modernité politique, celle qui va naître à la fois de la résolution des guerres de religion, qui va conduire au pluralisme religieux et qui va conduire à repenser totalement autrement les rapports politiques, est-ce que en fait la modernité politique ne n'est pas en fait du paradigme
des relations commerciales. Je veux dire par là que le grand fait nouveau dans la pensée politique à partir du XVIe siècle, c'est l'apparition de la notion de contrat, et de contrat social. Un contrat comme quand on fait du commerce, donc, hein. Et toute la pensée politique moderne s'établit à partir du moment où on pense la fondation des États comme la passation d'un contrat, non pas d'un contrat commercial, mais d'un contrat social, d'un contrat qui lie entre les membres d'une société. D'où ma question, est-ce que en fait notre modernité politique n'est pas née à la faveur du triomphe du paradigme du commerce, du modèle du commerce, en considérant le commerce comme l'image centrale, fondatrice des relations sociales, hein. C'est une question très importante qui nous permettra de revenir aussi un petit peu sur la philosophie politique antique, pour essayer de faire une comparaison un petit peu avec la fondation de la pensée moderne. Voilà. Bien, c'est un immense programme dans lequel on aura l'occasion de poser beaucoup de questions historiques et philosophiques. Je vous souhaite pour l'instant de bien vous porter et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour envisager donc la séance numéro 2 sur la découverte du Nouveau Monde. Voilà, à bientôt.